bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir, Andrei Kourkov, à la Maison de la Poésie, pour parler de ce roman Les Abeilles Grises, paru le 3 février aux éditions Liana Lévy. Alors je ne sais pas s'il est encore nécessaire de vous présenter, puisque vous êtes très connu en France depuis la parution de votre roman Les Pingouins en 2000, c'était déjà chez Liana Lévy, et vous avez depuis publié Le Caméléon, Les Pingouins n'ont jamais froid, Dernier amour du président, ou encore le concert posthume de Jimi Hendrix. Vous êtes aussi l'auteur du magnifique journal de Maïdan, un récit sur la révolution dite de l'Euromaïdan, qui a eu lieu de novembre 2013 à février 2014, dont vous avez été le témoin direct. Et puis vous êtes également le président du Pen Club Ukraine, une association pour la défense de la liberté d'expression. Alors, ce nouveau roman, Les Abeilles Grises, traduit du russe par Paul Lequen, commence dans le Donbass, où vit votre personnage. Alors, il vit très exactement dans la zone grise, donc entre les deux lignes de front, puisque on est pendant la guerre du Donbass, donc, qui a commencé en 2014. Donc, le roman se passe à peu près en 2017, hein, si j'ai bien calculé, 3 ans après le début de la guerre. Et donc, Sergueï, votre personnage, est apiculteur, il est ancien mineur, et il est dans un village quasiment déserté par tous ses habitants, coincé entre la ligne de front ukrainienne et puis le côté des séparatistes russes. Alors il a quand même un voisin qui lui aussi est resté, qui s'appelle Pashka. C'est son ennemi d'enfance. Alors ils n'ont pas du tout les mêmes orientations politiques, on va dire, mais ils sont quand même obligés de se serrer les coudes, hein, puisqu'ils doivent faire face aux privations, aux coupures d'électricité. Et puis tout ça va les mener jusqu'à l'arrivée du printemps. Et quand le printemps arrive, Sergueï, l'apiculteur, va décider d'aller voir du pays. Il va charger ses ruches dans le coffre de son antique voiture, et puis il va partir sur les routes pour une espèce de road trip qui va l'emmener assez loin, pendant lequel il va faire beaucoup de rencontres, et il va aller notamment jusqu'en Crimée, où il espère retrouver un collègue apiculteur qui est un tatar de Crimée qu'il avait rencontré lors d'un congrès d'apiculture. Voilà, je m'arrête là pour le récit de ce roman. Qu'est-ce qui vous a amené au départ à écrire sur ces civils, au fond, qui sont coincés dans cette zone grise? Parce qu'on a beaucoup écrit sur la guerre du Donbass, mais assez peu, au fond, sur ces civils. Bonsoir. En fait, je ne pensais pas d'écrire ce roman. Je n'ai pas de plan pour ça. Et quand on m'a demandé si je vais écrire sur la guerre, j'ai dit toujours non, je vais attendre jusqu'à la fin de la guerre et peut-être 10 ans après pour comprendre toutes les choses. Et peut-être après, je vais écrire. Mais en 2014, après le début de la guerre, on a eu beaucoup de gens de Donbass qui s'est déménagé à Kiev. En fait, d'abord, j'ai remarqué beaucoup de voitures chics avec des plaques de Donbass. C'était les riches de Donbass qui étaient très vite à venir parce qu'ils avaient déjà acheté des maisons avant, des villas, des appartements à Kiev. Et 1 mois après, 2 mois après, il y avait beaucoup de voitures très pauvres, comme chez Sergeïch, des Lada, des Zhiguli, des Moskvitch avec des plaques de Donbass. Et c'était les gens normaux, c'est-à-dire. Et j'ai commencé à les rencontrer très souvent chez mes amis, dans les cafés, et je parlais avec ces gens. Et un jour, je parlais avec un jeune homme qui était originaire de Donetsk, qui avait un petit magasin à Donetsk, et après il s'est déménagé à Kiev. Il a ouvert un petit café, pas dans le centre, mais dehors. Il m'a raconté qu'il va par voiture 1 fois par mois jusqu'à un village près de la ligne de front, où il y a 7 familles qui restaient, tous les autres ont abandonné le village. Et il habite là sans électricité, sans magasin, sans la poste, sans les aides médicales, c'est-à-dire tout seul. Et j'ai compris qu'il parle de la zone grise. Et c'était 1910, peut-être 16 ou début de 1917. J'ai regardé la carte. 2017. 2017, oui.
j'ai regardé la carte de la guerre et j'ai compris qu'en fait, la ligne de front a la même longueur que la zone grise et inverse. C'est-à-dire que c'était 430 km à Donbass. Et dans cette zone grise, on a eu dizaines de villages et aussi un quartier de la ville Avdiivka qui est toujours dans la région de Donetsk sous contrôle ukrainien et où chaque jour il y a des batailles, des combats. Et je pensais qu'à 2017, il y avait déjà 200 ou plus des romans, des livres sur la guerre, mais c'était toujours les romans et les livres sur les soldats, sur les ennemis et sur les batailles, et aucun livre sur la vie des gens civils qui se trouvaient par hasard dans le milieu de la guerre. Et à cause de ça, j'ai décidé à écrire ce roman. Et comment avez-vous eu l'idée de ces deux personnages, de ces deux frères ennemis? Je ne me souviens pas vraiment, mais je me souviens que, bien sûr, je pense, parce que là, c'est la région industrielle, avec beaucoup de travailleurs, des gens qui étaient peut-être pas très bien éduqués, mais ils étaient des gens honnêtes, qui travaillaient beaucoup, qui étaient toujours maltraités par les oligarches qui étaient les propriétaires des mines, des fabriques, des usines. Il était toujours politiquement passif. Il avait toujours une partie régionale créée pour les gens à voter. Et je pensais tout de suite qu'il faut faire un personnage principal comme un apiculteur. Parce que les apiculteurs, d'abord, apiculture est très importante à Donbass et en Ukraine. C'est une tradition très vieille. Et tous les apiculteurs en Ukraine sont considérés comme les hommes sages, comme quelqu'un qui comprennent la nature, qui sont peut-être pas bien éduqués, mais ils comprennent beaucoup de choses. Et ils sont toujours positifs, ils ne sont jamais agressifs, les apiculteurs, c'est vrai. Je ne sais pas, peut-être les apiculteurs français sont un peu différents. J'en connais peu. Oui. Mais en tout cas, je pensais que ça marchait bien parce que aussi, comme Sergeïtch et comme beaucoup de gens de Donbass, de son âge, est un peu nostalgique de la vie soviétique parce qu'il ne se souvient pas, en fait, la vraie vie soviétique. Mais pour lui aussi, les abeilles sont très importantes parce qu'ils sont les seuls qui ont réussi à créer une société communiste. Parce que c'est un collectif, ils sont collectifs, ils travaillent beaucoup, ils produisent beaucoup de miel, ils ne demandent rien. Oui, ils sont traités pas mal, mais en fait, ils travaillent gratuit. Et à cause de ça aussi, il est encore plus attaché aux abeilles. Il était quitté par sa femme et sa fille. Il reste seul avec des abeilles. Comme ça, il devient lui-même une abeille plus grande qui est responsable pour 6 familles des abeilles, 6 ruches. Et puis il y a cette très belle idée de cet homme politique qui vient le voir pour dormir sur les ruches, faire la sieste sur les ruches, parce que les vibrations du bourdonnement des abeilles ont soi-disant un effet bénéfique. Ah, en fait, c'est vrai. Oui, c'est le personnage qui est présent dans les mémoires, les souvenirs de Sergeïtch, c'est l'ancien président d'Ukraine, Viktor Yanukovych, qui était le gouverneur de Donbass, qui adorait à dormir sur les ruches. Et c'était à la mode depuis 20 ans en Ukraine. Aujourd'hui, on peut trouver ce service partout en Ukraine, sauf la zone de la guerre. Mais il y a souvent dans vos livres, Andrei Kourkov, des personnages comme ça d'hommes politiques sur lesquels vous portez un regard plutôt humoristique. Oui, parce que je suis un Ukrainien. Et les Ukrainiens, normalement, n'aiment pas ces politiciens. Les Ukrainiens sont des anarchistes. Ils sont les anarchistes. Et ils sont individualistes. Ils n'ont pas beaucoup de respect pour le gouvernement, pour les programmes politiques des partis. Et plutôt, bien sûr, il faut comprendre qu'il y a plus que 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice en Ukraine.
Et chaque Ukrainien qui décide de s'engager dans la vie politique, il regarde la liste des partis et décide d'organiser encore une partie. Parce qu'il est toujours mécontent avec des partis qui existent. Mais pour revenir aux abeilles, est-ce que en prenant ce personnage d'apiculteur, ça vous permettait aussi de mettre en miroir la société des hommes et la société des abeilles? C'est trop facile à dire. Bien sûr, oui, ça marche. Bien sûr, ça va. Plutôt, c'est le voyage avec des abeilles marche pour montrer la société, pour montrer le personnage, parce que les gens ont confiance, encore une fois, aux apiculteurs. C'est pareil de quelle idée politique les gens, c'est-à-dire s'ils sont pro-russes, ni pro-russes, pro-ukrainiens, mais le miel est toujours a le même goût. Et les choses douces unissent les gens. Et bien sûr, Sergueï, il utilise le miel comme les devises, comme l'argent. Et c'est grâce à miel, c'est comme une fabrique en voyage, en fait. Il paye avec des miels pour la nourriture, pour passer les blocs-posts des séparatistes et tout ça. Il y a beaucoup de rêves dans ce roman. On est souvent dans la tête de Sergueï et dans les rêves de Sergueï. Pour quelle raison? Parce que si la réalité est grise et pas très intéressante ou dangereuse, les gens se cachent. Ils se cachent dans les rêves, dans les mémoires d'enfance. Quand je fais mon service militaire comme le gardien de la prison à Odessa, et là j'ai commencé à écrire les livres pour les enfants. Pourquoi? Parce que je me cachais dans l'écriture pour les enfants de la réalité que je n'aimais pas. Et c'est à cause de ça, Sergueï a beaucoup de rêves. Il préfère rêver que regarder la réalité autour de lui. Donc vos premiers pas en écriture, c'était des livres pour enfants? Non, c'était que dans la prison d'Odessa. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans avec poèmes, et après j'ai inventé beaucoup de blagues, sous influence de mon frère plus âgé qui était un dissident anti-soviétique. Et après, à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à écrire les récits. Et avec des textes pour les enfants, j'ai commencé à l'âge de 25 ans dans l'armée soviétique. Mais on retrouve dans vos romans votre goût pour l'humour, vous parliez des blagues à l'instant. Est-ce que vous diriez que ce roman-là est une sorte de fable? Oui. C'est une fable philosophique parce que il ne s'agit pas seulement sur la guerre à Donbass, ça passe à chaque guerre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ennemis, il y a toujours le territoire pas contrôlé ni par un ni par autre. Il y a des gens qui restent entre deux pouvoirs, deux armées, qui essayent de comprendre la vie, mais plutôt ils apprennent comment on survit dans des situations comme ça. Et bien sûr, Sergueï, il n'avait pas des idées politiques avant la guerre. Et c'est la guerre lui pousse à comprendre les choses. Et c'est pas facile pour lui d'accepter la responsabilité pour ses actions, parfois. Mais on se rend bien compte que la neutralité n'est pas vraiment possible. Alors, son voisin Pashka, on comprend que lui est plutôt pour le camp adverse. Et par exemple, quand il disait les nôtres, ça ne signifie pas la même chose pour l'un et pour l'autre. Oui, mais dans le roman, on voit aussi que, par exemple, Sergueï habite sur la rue Lénine, en face des positions de l'armée ukrainienne. Voilà. À cause de ça, il est visité par un soldat ukrainien qui est curieux, qui est solitaire. Et Pashka, il habite sur rue Shevchenko, en face des séparatistes. Comme ça, c'est aussi par hasard, on peut dire. Parce que, par exemple, au début de la guerre,
à Donbass. Les gens qui habitaient près de la frontière avec la Russie, ils sont devenus les réfugiés en Russie. Beaucoup des gens qui étaient plus proches à Kiev, ils partaient pour l'Ukraine. Mais il y avait bien sûr des gens avec des idées politiques. Il y avait des habitants de Donbass qui habitaient près de la Russie, mais étaient pro-ukrainiens. Ils sont partis pour l'Ukraine. Et les autres partis pour la Russie. Comme ça, il y a beaucoup de raisons pour le comportement, pour les attitudes politiques. Alors, vous faisiez à l'instant référence à une scène du livre où Sergueï va inverser les plaques des rues entre rue Lénine et rue Shevchenko. Donc, Shevchenko est le poète national ukrainien. Hein, et donc, il va décider qu'il ne vivra plus rue Lénine, mais rue Shevchenko. Parce qu'ils habitent sans électricité, sans télévision, sans accès d'Internet, bien sûr. Et Sergueï ne sait pas qu'est-ce qu'il passe depuis 3 ans, 4 ans. Et il pose beaucoup de questions à Petro, le soldat ukrainien, qui lui raconte un peu simplifié qu'est-ce qu'il passe en Ukraine. Il raconte qu'il y a la politique de décommunisation, que les rues nommées après des communistes et des activistes soviétiques sont remplacées avec des noms de poètes et des personnages historiques ukrainiens. Et Sergueï décide aussi de décommuniser sa rue. Mais il ne sait pas comment on fait ça. À cause de ça, pendant la nuit, il enlève les plaques avec le nom des rues Shevchenko, des rues où son ennemi Pashka habite, et il remplace les plaques des rues Lénine avec les plaques des rues Shevchenko. Mais on voit bien que dans cette guerre du Donbass et dans la guerre qui a lieu aujourd'hui, que la bataille est aussi culturelle. Oui, c'est pas la bataille, c'est en fait l'agression culturelle contre la culture ukrainienne. Voilà. C'est la guerre aussi contre l'identité ukrainienne. Parce que la guerre a commencé avec le musée de Maria Primachenko, le peintre le plus connu naïf d'Ukraine, a été détruit par un missile près de Kiev. Et il y a 3 semaines, le musée, grand musée des philosophes et des écrivains, enfin mon écrivain préféré ukrainien, Grigory Skovoroda, était détruit par un autre missile dans un village près de Kharkiv, où il n'y avait pas des installations militaires, il n'y avait pas de soldats ukrainiens. Mais bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires occupés par la Russie, on peut lire ça sur Internet, bien sûr. Il y a partout des billboards, des publicités de Pushkin à Kherson, avec l'inscription que Kherson, c'est la ville d'histoire russe et de cotation de Pushkin. On a interdit maintenant à enseigner en ukrainien dans les écoles des territoires ukrainiens. La langue est remplacée encore une fois avec russe. Et en fait, les enfants qui restaient sur le territoire occupé, ils n'auront pas de vacances scolaires d'été. Ils doivent apprendre la langue russe, la littérature russe et l'histoire de la Russie pour se préparer pour 1er septembre, pour continuer les études avec le programme d'éducation de la Russie, pas d'Ukraine. C'est la guerre contre l'identité. Contre l'identité, oui. Et on voit bien déjà dans le roman comment la propagande était déjà à l'œuvre. Oui. Et on voit comment les gens recrachaient ce discours de Poutine. Enfin, il y a certains personnages du roman qui n'ont pas qui le digèrent mal, enfin qui le recrachent tel quel en fait. Mais Poutine n'est évoqué qu'une seule fois dans oui, cette conversation. Mais c'est comme s'il était présent tout le temps quand même. Oui, il est présent partout. Et oui, parce que l'un des thèmes importants du livre, c'est la surveillance. Il y a cette chape de plomb qui est là tout le temps, même si c'est fait de manière
très subtil. Oui, vous parlez des épisodes qui se passent en Crimée. Par exemple. Oui, mais je ne sais pas, je ne veux pas raconter non. Ce que j'écris dans le roman, mais c'est vrai, c'est aussi la différence entre la mentalité russe, soviétique, et la mentalité ukrainienne, parce que la mentalité soviétique, qui était à la base, la mentalité russe, c'est une mentalité collective d'une société qui existait toujours, coexistait avec la monarchie. C'est-à-dire, les Russes avaient besoin des tsars toujours. Le tsar, c'était le symbole de stabilité. Et la stabilité pour les Russes, et je suis russe ethnique, russophone aussi, était toujours plus importante que la liberté. Pour les Ukrainiens, à partir du XVIe siècle, à partir des histoires d'Ukraine indépendante, le pays des Cosaques, la liberté était toujours plus importante que la stabilité et la qualité de la vie. Comme ça, si on accepte l'absence de la liberté, on accepte la surveillance. On accepte le contrôle total du système, du régime. Et pendant 22 ans que Poutine était à pouvoir, en fait, les Russes ont accepté l'absence totale d'opposition, l'absence totale de culture, la censure de la littérature, self-censorship aussi, toutes les autres choses. L'autocensure. Oui. En Ukraine, il n'y avait pas de censure depuis 1991. Il y avait beaucoup de bagarres sur Internet, il y a beaucoup de débats, mais on peut publier tous les livres possibles, on peut discuter toutes les choses. Comment le roman a été reçu en Ukraine ? Par les réfugiés, très, très bien. Par les réfugiés, par les gens de Donbass, par les gens de la Crimée, par les Ukrainiens qui sont les activistes, c'était mal reçu parce que c'est pas un roman sur la guerre héroïque des Ukrainiens contre les séparatistes. C'est-à-dire c'est pas le roman vrai de la guerre. Quand j'écris ce roman, il y avait déjà, comme je dis, 200, 300 de romans sur la guerre. Et on m'a accusé, pas sans conséquence, bien sûr, parce que c'est la société libre, mais on m'a accusé que j'écris un roman séparatiste ou pro-séparatiste, parce que pour beaucoup de lecteurs ukrainiens activistes, Sergueïch et Pashka, ils sont les deux séparatistes. Ils ne sont pas vraiment les patriotes ukrainiens. Ah oui, c'est curieux. Oui. C'est curieux pour nous en France, parce que nous, quand on lit le roman, on voit quand même qu'ils ont des idées mais parce différentes. Que l'Ukraine répond à chaque propagande, à chaque opération culturelle de la Russie avec une contre-opération, contre-propagande. Il y avait, par exemple, pendant les derniers 20 ans, il y avait beaucoup de romans écrits plutôt par les auteurs de science-fiction sur la guerre d'avenir entre la Russie et l'Ukraine. Et bien sûr, il y avait beaucoup de romans anti-ukrainiens, de livres anti-ukrainiens écrits aussi parmi les autres par Eduard Limonov, son livre Kiev Kaput. Et c'était toujours le même message, que la société ukrainienne, c'est une société fasciste, et les Russes vont libérer l'Ukraine des fascistes ukrainiens, des nazis ukrainiens. Et je pensais toujours que c'est une imagination un peu malade, mais en fait ça marchait. Ça marchait parce que beaucoup de lecteurs russes ont accepté cette idée comme la vérité. Et à cause de ça, peut-être c'est aussi la soutien de Poutine dans cette guerre qui montait jusqu'à 82% aujourd'hui. C'est aussi le résultat. Et il y avait des écrivains ukrainiens qui ont décidé d'écrire contre-livres, comme ça. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait qu'un livre écrit par un écrivain ukrainien sur la guerre avec la Russie où l'Ukraine gagne et organise le parade de victoire sur la place russe. Mais en fait, beaucoup de livres sur la guerre de Donbass, il était écrivé aussi avec la même énergie, c'est-à-dire pour montrer que
l'armée ukrainienne est plus forte. Parce que dans les romans des écrivains russes, c'est l'armée, les soldats russes qui sont les vrais machos, et les soldats ukrainiens sont toujours pas sympas, mal habillés, ne peuvent pas combattre et tout ça. C'était un peu comme les romans sur la guerre deuxième mondiale entre l'armée soviétique et les Allemands. C'était la même méthode pour montrer un côté comme une caricature et les héros comme vrais Superman. Est-ce que... Pardon, je dois aussi ajouter qu'on m'a demandé que j'écris une pièce de théâtre sur le roman, mais sur les épisodes dans le village au début. Et j'écris cette pièce de théâtre et en 2019, cette pièce était nommée le meilleur drame d'Ukraine. C'est-à-dire la pièce, l'histoire était très bien acceptée, mieux que le livre. Et pour quelle raison, à votre avis? Parce que le théâtre est beaucoup plus vivant que le livre. Et il y a aussi quand il y a par exemple 500 personnes dans le salle, et les comédiens sont très bons, et il y a une atmosphère très spéciale. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus forte que la lecture du texte seul. Mais c'est amusant que vous disiez ça, parce que en lisant le roman, je me suis dit de ces deux personnages que ce sont un peu des héros beckettiens, un peu façon En attendant Godot, quand ils sont tous les deux tout seuls dans le village. Oui, peut-être vous disiez ça parce que vous habitez dans un pays sans guerre. C'est facile à comparer avec Beckett, avec Ionesco, mais si vous habitez dans un pays avec la guerre, et vous comprenez mieux les détails des vies pendant la guerre, toutes les comparaisons disparaissent. Mais si on continue de parler de littérature et des références, peut-être, on parlait des rêves tout à l'heure, et il y a aussi dans le livre, je trouve parfois des choses qui font penser à Kafka. Est-ce que c'est un auteur qui a été important pour vous? Oui, j'aime Kafka, mais si on parle de surréalisme, oui, il y a toujours beaucoup de surréalisme. Il y avait toujours beaucoup de surréalisme dans l'Union soviétique et dans l'espace post-soviétique. Et ce qui se passe aujourd'hui en Russie, c'est aussi Kafka. C'est le château et le village. Tout à fait. C'est la même chose. Oui. Chez vous, c'est bien organisé. On comprend toutes les choses qui se passent dans le palais Champs-Élysées. Pas toujours. Oui, non? Pas toujours, je vous rassure. Est-ce que la guerre qui a commencé il y a exactement 100 jours, est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que vous avez été surpris par l'agression ou... Oui, j'étais préparé pour une escalade à Donbass parce que j'ai compris tout de suite que si on ramène 150 000 des soldats de toutes les régions de la Russie et les assemble sur la frontière de l'Ukraine, ce n'est pas pour chantager le pays. Mais je ne pensais pas que Poutine va bombarder Kiev, Lviv, Vinnytsia, toutes les grandes villes, Odessa. Je ne pouvais pas croire qu'on peut, en 21e siècle, détruire les villes avec des habitants comme Mariupol, Artirka, Butcha, Vorzel, Borodianka près de Kiev. C'était quelque chose d'incroyable. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire, en fait, quand je pense, la seule explication que j'ai, c'est pas seulement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre le passé soviétique aussi, et l'avenir européen. Et si on compare Vladimir Zelensky, pour qui je n'ai pas voté, et je ne suis pas enfant de Zelensky, mais il est jeune, russophone, juif, dynamique, et un vieux Poutine, faible, avec toutes ses maladies et toutes ses pensées drôles dans la tête.
C'est vraiment la guerre entre le passé et l'avenir. Et l'avenir ne peut pas perdre cette guerre. Ça va coûter beaucoup. Ça coûte déjà beaucoup. Vous pensez que les Ukrainiens vont gagner cette guerre? Et je pense qu'ils résisteront jusqu'à la fin. Et je vois qu'en fait, les soldats russes, les officiers russes, ils ne sont pas motivés dans cette guerre parce qu'ils comprennent qu'ils sont les occupants. Ils sont comme les nazis allemands pendant la guerre deuxième mondiale. À cause de ça, ils essayent pas participer dans les combats directs. Ils bombardent, ils envoient des avions, ils ramènent beaucoup d'artillerie, ils détruisent les villes, les villages, mais ils essayent de rester loin de l'armée des soldats ukrainiens. Où étiez-vous quand la guerre a éclaté? À Kiev. On était réveillés avec ma femme à 5 heures du matin à cause des explosions dehors. En fait, les enfants étaient à Lviv, 50 km vers l'est. Et on a resté encore un jour et une nuit à Kiev avant de partir pour l'ouest d'Ukraine. Et après, je ne suis pas allé à Kiev. Ma femme était allée à Kiev pour 10 jours, il y a 3 semaines. Mon fils plus jeune est retourné à Kiev il y a 7 semaines. Il est toujours là. Ma fille est aujourd'hui à Kiev et le fils plus âgé dans les Carpates où nous habitons maintenant. Une dame âgée a nous donné les clés de son appartement petit, soviétique, très soviétique. Et on habite là. On va rester peut-être encore 2-3 semaines là. Et après, on va voir. Mais en tout cas, c'était long de vivre arrière de Kiev. Vous ne vous êtes pas posé la question de partir vous installer en dehors de l'Ukraine? Ah non, je ne veux pas. On m'a invité dans quelques pays. En fait, ma famille est ukrainienne et anglaise. Parce que ma femme est anglaise, d'origine d'Écosse et d'Irlande, et les enfants sont les citoyens de Grande-Bretagne. Mais on a décidé de rester. Notre fille habite à Londres, mais elle est la 3e fois maintenant en Ukraine, après le début de la guerre. Depuis le début de la guerre, vous écrivez beaucoup pour la presse. J'écris que pour la presse. J'ai arrêté d'écrire le roman que j'ai commencé avant la guerre. Et j'ai publié une 50aine des articles dans la presse plutôt anglophone. Et ils sont presque tous accessibles par Internet. C'est 5 ou 6 articles dans The Economist, The Guardian. Il y a une semaine, il y avait un grand article à Sunday Times. La semaine prochaine, ça sera un grand article à Financial Times. Mais je fais aussi des articles pour la presse norvégienne, allemande, suisse. Et je crois qu'il y avait quelques articles qui étaient traduits en français et parus au Courrier national et international. Courrier international. Oui. Vous ne pouvez plus écrire de fiction, ça n'est pas le moment en tout cas. Je ne peux pas me concentrer sur fiction parce que la réalité est beaucoup plus dramatique et plus lourde. Et c'est une réalité, c'est impossible de se cacher de cette réalité. C'est pas, c'est-à-dire la vie pas intéressante. C'est une autre chose. Je dois regarder les nouvelles chaque heure et pendant la nuit, je me réveille presque chaque 2 heures pour regarder qu'est-ce qu'il passe. Qu'est-ce qu'il passe à Severodonetsk parce que l'armée russe essaye d'occuper complètement la région de Donbass. Mais bien sûr, il y a partout des résistants. Il y a des soldats ukrainiens qui résistent. Et ça ne marche pas pour les Russes pour le moment. Mais bien sûr, l'armée russe est beaucoup fois plus forte et plus nombreuse que l'armée ukrainienne.
Est-ce que vous êtes en contact régulier avec les autres écrivains, artistes, intellectuels ukrainiens? Bien sûr, par bien le sûr. Pen Club On est en contact avec tous les membres des Pen Club, mais aussi pas seulement avec des membres des Pen Club, avec des autres. En fait, j'ai rencontré avant-hier une écrivaine de Kiev qui est maintenant réfugiée à Lyon, Evgenia Kononenko, c'est une bonne écrivaine. J'étais en contact aussi avec des écrivains qui restaient sur le territoire occupé, mais maintenant il n'y a pas de contact parce que les Russes ont changé le code pour le téléphone et avec le portable ukrainien, c'est impossible de téléphoner là-bas. Comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe à Melitopol, à Kherson, mais je suis en contact avec tous les autres écrivains et on a collecté beaucoup d'argent, beaucoup de dons pour aider les écrivains qui sont réfugiés et déplacés. On a des écrivains qui sont comme les soldats dans la guerre. C'est Artyom Tchekh. En fait, c'est le mari d'Irina Tsilik, la réalisatrice qui va montrer son film Demain à Saint-Malo. La terre est bleue comme une orange. Oui, comme ça, il y a pas mal d'écrivains qui participent dans cette guerre comme bénévoles ou comme les soldats. Il y a aussi des écrivains qui sont à l'étranger, où la majorité, en fait, se trouve à Lviv et en Ukraine d'Ouest, parce que c'était la direction d'évacuation première au début de la guerre. Vous parliez tout à l'heure du président Zelensky en disant que vous n'aviez pas voté pour lui au départ. Est-ce qu'il vous a surpris? Oui, non, j'aime ce qu'il fait maintenant, mais je crois que chaque président doit faire la même chose. Si la guerre, le pays est à la guerre, il faut rester, il faut résister, il faut organiser le travail du Parlement, des cabinets de ministres, il faut que le pays fonctionne, parce que sinon, la motivation disparaît des gens. Et les gens n'ont pas... En fait, les Ukrainiens sont très optimistes pour le moment. La situation n'est pas vraiment très optimiste, mais il y a beaucoup de débats, de discussions. Qu'est-ce qu'il faut reconstruire d'abord après la guerre? C'est-à-dire, des Ukrainiens parlent de l'avenir après la guerre, comme la guerre est déjà gagnée. Il y a des fondations créées pour trouver l'argent pour reconstruire le musée d'écrivain Grigory Skovoroda, par exemple. Il y a beaucoup d'activités comme ça. Et selon vous, est-ce que vous-même vous projetez déjà dans l'après? Pardon? Est-ce que vous-même vous projetez dans l'après? Non, j'attends. J'attends, je suis un peu plus réalistique. Ou comment on dit? Je ne veux pas faire des plans. Je ne peux pas planifier quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer demain, après-demain. Et c'est très drôle maintenant de recevoir des invitations pour 2023. Et chaque jour, je reçois des invitations de festivals et je ne sais pas comment je dois répondre. Je peux dire oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Parce que si le pays est à la guerre, et on attend en fait une autre agression contre Kiev, parce qu'il n'y a plus d'artillerie maintenant russe sur la frontière dans le nord d'Ukraine, près de la zone de Tchernobyl, près de la frontière avec la Russie. Et on ne sait pas si la Russie va encore une fois essayer d'envahir, occuper Kiev ou non. Vous êtes russophone, vous écrivez en russe. Oui. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport à la langue russe? Est-ce que quand vous êtes en Ukraine, vous parlez plutôt ukrainien? Non, si je fais des rencontres publiques, je parle plus souvent ukrainien que le russe. Si je suis à Odessa, à Dnipro, parfois je fais des rencontres en russe, mais plutôt c'est la langue officielle, c'est l'ukrainien. Mais en Ukraine, 40% des gens sont russophones. Mais avec la guerre, avec toute l'histoire des politiques de Poutine, il y a plus en plus de gens qui, en fait, décident de parler ukrainien
et pas parler ou pas écrire russe. Il y a des écrivains qui sont les immigrants linguistiques qui ont commencé à écrire en ukrainien parce qu'ils ne veulent pas être défendus par Poutine. Mais cette histoire aussi, ça a commencé à partir de 1991, après la chute de l'Union soviétique. Il y avait des premiers écrivains et poètes qui changeaient la langue. Et c'était plutôt des écrivains d'origine ukrainienne. Il y avait toujours beaucoup des russophones qui sont des Russes ethniques, comme moi, peut-être 7-10 millions. Mais aussi parmi les russophones et russes ethniques, il y a pas mal des écrivains qui ont changé la langue maintenant. Parce que si on lit le Facebook ukrainien, il y a toujours une phrase utilisée sur la langue russe. C'est la langue d'ennemi. C'est la langue d'ennemi. Et aussi, peut-être le meilleur poète russophone ukrainien, Alexandre Kabanov, il a écrit le livre qui s'appelle En langue d'ennemi, mais il a publié ça à Moscou avant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des histoires personnelles très différentes. Mais pour moi, j'écris aussi en ukrainien non-fiction. Je vais continuer à écrire prose en russe, et les livres pour les enfants, et non-fiction en russe et en ukrainien. J'écris les articles aussi en anglais. Ce n'est pas un problème pour moi. En fait, la majorité des jeunes ukrainiens sont bilingues, au minimum bilingues, aussi s'ils viennent des familles russophones. Mais être que russophone aujourd'hui, ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas très agréable. Oui. Parce qu'on se sent aussi coupable pour la situation d'aujourd'hui, pour la guerre. Parce que Poutine a dit qu'il vient avec l'armée pour défendre les russophones. Et à cause de ça, il y a peut-être 25 000 des russophones de Mariupol qui ont été tués par les Russes. Et vous avez écrit, je crois, avec un ami, un livre en russe et en ukrainien. Non, on a écrit, oui, c'est avec Yurko Vinnichuk, un écrivain magnifique qui habite à Lviv. On a écrit un roman d'aventure. Et j'écris une partie en russe, il a écrit en ukrainien, et après j'ai traduit son ukrainien en russe, et il a fait la même chose avec mon texte en ukrainien. Le livre est paru en ukrainien. Au début, il y a une version électronique en russe. C'était une expérience très intéressante. Et aussi, en fait, on a changé des sujets à cause des politiques de Poutine, parce qu'on a discuté ce livre pendant 10 ans. On a pensé de placer, c'est-à-dire de faire l'histoire plutôt qui se passe en Crimée, mais à cause d'annexion, on a décidé de changer ça. Comme ça, la politique influence la littérature très facilement. Oui. Vos livres sont interdits en Russie depuis longtemps maintenant? Ils n'existent plus. Oui, la première fois, le livre a été interdit en 2005, je crois à cause du roman Le dernier amour du président, où le président Poutine est un des personnages. Après, il était réimprimé en 2006, mais après 2008, il n'était jamais réimprimé. Et après 2014, après le 24 avril, c'est interdit de ramener mes livres d'Ukraine en Russie pour vendre. Comme ça, je n'ai pas de lecteurs russes, mais c'est OK, je suis habitué. J'ai beaucoup de lecteurs japonais, par exemple. Et en France, je suis très content avec mes lecteurs en France. Puisque vous êtes traduit dans une trentaine de langues. 41. 41, oui. Et vous en parlez combien? Aujourd'hui, 6. Je parlais plus, mais j'ai oublié des langues que je n'ai pas utilisées. J'ai lu dans une interview que avant le début de la guerre, un film devait être tourné, une adaptation des Abeilles grises. Oui, le tournage était arrêté quelques jours avant la guerre parce que, en fait, l'équipe a fait le film près de la frontière avec la Russie, dans la région de Lugansk. Mais je n'étais pas content. Et on peut dire que je ne regrette pas que le film n'est pas fini. Peut-être le film va être fini, mais
je ne suis pas sûr que je serai content avec le résultat. Parce que je n'aimais pas le scénario. Et on va voir. Le prochain livre qui paraîtra, ce sera donc un recueil de ces essais, de ces articles que vous êtes en train d'écrire? Non, le prochain livre d'abord, en français, ça sera un roman historique, un polar historique qui se passe à Kiev en 1919. En fait, je veux écrire quelques romans comme ça avec le même personnage, Samson. Et le titre, je ne sais pas si j'ai droit à annoncer le titre. Oui. Je crois que vous pouvez. Oui. D'accord. L'oreille de Kiev. Oui. Mais en fait, les événements de 1919, 18, 20, 21, c'était le temps de la guerre civile après la révolution de 1917. Et il y avait beaucoup des événements pareils qu'aujourd'hui. Parce que les bolcheviks ont essayé 4 fois à occuper l'Ukraine pour transformer l'Ukraine dans une république soviétique. Ils ont réussi qu'en 1921. Et le 19, c'était la deuxième tentative. Et ils ont contrôlé Kiev pendant 6 ou 5 mois. 6 mois, oui, oui. Comme ça, il y a beaucoup de détails de vie vraie, quotidienne à Kiev, en Ukraine, dans ce moment. Mais il y a aussi, bien sûr, des histoires criminelles et politiques. Il y avait beaucoup de choses très, très intéressantes. En fait, ça commençait, le travail sur cette série commençait presque par hasard parce qu'il y a 4 ans, une dame que je connaissais un peu, une lectrice, m'a téléphoné et elle a dit qu'elle a un cadeau pour moi. Et il m'a ramené une boîte avec des dossiers de VTK, vrais dossiers de VTK, c'est-à-dire c'est pré-KGB, c'est la police politique des bolcheviks, des années 1919, 20, 27. Et j'ai lu ça avec grand intérêt, curiosité, et je fais plus de recherches parce que je m'intéressais de l'histoire soviétique de cette période quand j'étais de l'âge de 20 ans. Et cette fois, j'ai trouvé l'histoire encore plus fascinante. Est-ce que vous avez une méthode d'écriture qui serait la même à chaque livre ou non, oui, il y a des principes qui se répètent parfois, mais en fait, j'écris pendant beaucoup des années. Et au début, quand il y a 25 ans, il y a 30 ans, par exemple, j'ai commencé toujours le travail à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et avant et pendant l'écriture, j'ai attendu la musique dépressive classique. Parce que je suis un optimiste naturel, j'étais né un optimiste. Et mon optimisme ne marchait bien avec les sujets dramatiques que je voulais écrire. Et comme ça, je devais passer mon optimisme chaque matin pour le travail. C'est-à-dire que j'ai essayé de me dépresser avec Gustav Mahler, Schoenberg, la musique comme ça. Et ça a duré 15 ans peut-être. Aujourd'hui, je n'ai pas plus besoin de Gustav Mahler. J'aime sa musique toujours, mais je n'écoute pas chaque matin. Et les derniers 10 ans, chaque fois quand je décide qu'est-ce que je veux écrire, je décide d'écrire un livre pour lequel je dois faire beaucoup de recherches, parce que j'adore le processus de recherche. Pour les abeilles grises, je fais des études d'apiculture en Lituanie, dans une petite ville, chez un apiculteur très connu, sur la frontière avec Lettonie, et c'était magnifique. Et pour un autre livre, pour Vilnius, Paris, Londres, je fais beaucoup de recherches d'industrie des truffes. Parce que là, il y a beaucoup de France dans ce roman-là. Et il y a bien sûr des régions de truffes et du vin, c'est entre Dijon et Beaune.
et je devais apprendre beaucoup. Et je devais goûter beaucoup de trucs différents pour comprendre ça. C'est bien parfois de faire des recherches. Ma famille a souffert beaucoup parce que chaque fois, je ramenais beaucoup de truffes différents et des produits avec des truffes à Kiev et je les forçais tous manger ça et me donner des commentaires. Mais quand je parlais de méthode d'écriture, je voulais savoir aussi si, par exemple, vous aviez un scénario préétabli en commençant. Non, je ne fais pas de plans, jamais. Non. J'attends jusqu'à l'histoire est prête dans ma tête et après je commence à écrire et je sais que pendant l'écriture il y a des changements, il y a des idées qui sont un peu différentes, qui me forcent de changer un peu le sujet. Mais quand je pense que 50%, 40% de l'histoire est prête, je fais le plan des chapitres déjà écrits et j'essaie de faire le plan des prochains chapitres jusqu'à la fin. Mais presque toujours, je suis prêt que la fin sera un peu différente. Parce que la fin ne dépend pas de moi. La fin dépend des personnages. S'ils sont forts et indépendants, ils décident qu'est-ce qu'il passe. C'est pas moi. Je peux être d'accord ou pas d'accord. Vous vous disputez parfois avec vos personnages? Pardon? Vous vous disputez parfois avec vos personnages? Oui, on peut dire ça, mais en fait, c'est pas difficile. Parce que, par exemple, dans le concert posthume de Jimi Hendrix, il y a 6 personnages, mais 3 des personnages sont vrais habitants de Lviv, avec ses noms propres, avec des adresses, sans numéro de téléphone. Et j'ai discuté avec 3 personnages vrais, ses rôles dans le roman. Et chaque fois, quand il était présent dans le chapitre, je suis allé à Lviv pour lire les chapitres et voir s'ils sont contents. Ils sont d'accord. Est-ce que vous aviez dessiné sur une carte le voyage de Sergueï? Je n'ai pas dessiné, mais j'ai regardé sur la carte, bien sûr. Et une autre chose, en fait, tous les villages et villes dans le livre sont vrais, sauf le village où ils habitent. Parce qu'à Donbass, il n'y a pas de petits villages. Parce que les villages de Donbass, ils étaient toujours créés près des mines, près des fabriques. C'est-à-dire c'était toujours des endroits avec beaucoup de population. Et j'ai décidé qu'ils doivent vivre dans un petit village, avec 2 rues, Lénine et Shevchenko. Et comme ça, j'ai placé ce village imaginaire sur la carte, sur la vraie carte, pas loin de Gorlivka. C'est-à-dire, je peux vous montrer. Mais ce n'est pas possible maintenant. Regardez si c'est vrai. On n'a pas de carte, mais... Non, mais la territoire est occupée par la Russie. C'est la raison beaucoup plus sérieuse que l'absence de la carte. Et les personnages, est-ce que les personnages du roman, ceux que Sergueï rencontre sur son parcours, vous les avez imaginés? Ce sont des personnages que vous avez rencontrés? Plutôt, c'est les personnages typiques pour la région de Zaporijie et de Donbass, mais il y a aussi des prototypes. Par exemple, l'ami Artem, le tatar de Crimée, qui était un apiculteur en Crimée. En fait, c'est le prototype du premier tatar de Crimée tué par les Russes au début de l'annexion de la Crimée. Il s'appelait aussi Artem. C'était le père de 3 enfants. Qui était kidnappé par les Cosaques russes de la Crimée et tué. Comme ça, en fait, on avait besoin, bien sûr, de faire beaucoup de recherches dans la culture des Tatars de Crimée, dans l'islam, la version d'islam des Tatars de Crimée. Et j'étais aidé beaucoup par 2 Tatars de Crimée qui étaient libérés par Erdogan de la prison russe. C'est Chigos, Artem Chigos et Ilmi Umerov. Et je parlais beaucoup avec eux
sur l'histoire. Je connaissais l'histoire des Tatars de Crim, je connaissais toute l'histoire des déportations, tout ça, mais j'avais besoin de savoir maximum, c'est-à-dire sur la situation d'aujourd'hui, après l'annexion, parce que c'est le premier livre où la vie en Crimée, après l'annexion, est montrée. Et vous posez aussi dans ce livre la question des déplacements, des migrations, des réfugiés aussi, parce que votre personnage se sent toujours un peu à l'écart des endroits dans lesquels il passe. C'est comme s'il était un étranger un peu partout où il passe. Oui, mais il faut comprendre que les gens de Donbass ne voyageaient pas. Ils étaient toujours trop attachés à sa région, et en fait, la région était devenue la religion pour les gens de Donbass. Et je suis allé il y a un mois à Bucarest et on m'a montré les tentes pour les réfugiés ukrainiens dans la gare du Nord. Les Roumaniens sont les francophiles. Et la gare du Nord à Bucarest, presque la même que la gare du Nord ici. Et là-dedans, il y avait des tentes et des réfugiés. Et je parlais avec des bénévoles, ils me racontaient qu'au début de la guerre, il y avait un grand groupe de réfugiés de Donbass qui sont arrivés à Bucarest sans valise, avec des sacs de supermarché, 4 ou 5 sacs pour faire les courses, avec des vêtements, tout ça, parce que les gens n'avaient pas de valises dans les maisons, parce qu'ils n'étaient jamais en voyage. Et je me souviens aussi une autre conversation avec un habitant de Družkovka, je pense, c'était Družkovka, un homme de mon âge, et je lui demandais avant la guerre s'il voyage à l'étranger. Il a dit non, je n'ai jamais voyagé à l'étranger, parfois je pars pour Moscou, mais jamais à l'étranger. C'est-à-dire c'est aussi cet esprit soviétique. Les gens n'acceptaient pas la frontière avec la Russie comme vraie frontière. À partir de 1991, c'était aussi grâce au fait que les gens de Donbass regardaient que la télévision russe, lisaient que les journaux russes, et bien sûr, ils regardaient aussi le téléjournal russe sur Kiev, sur l'Ukraine. Et beaucoup de ces gens avaient le même regard que les propagandistes russes sur Kiev. C'était aussi une chose qui était utilisée dans cette guerre. Mais il y a d'ailleurs une scène dans le roman où Sergueï est chez une dame et la télévision russe est allumée, et puis à un moment la dame change de chaîne et puis elle finit par dire que quand même à la télévision russe ceux qui parlent se tiennent mieux et se tiennent plus droit que chez les Ukrainiens, quoi. Donc c'est comme ça qu'elle accepte la propagande russe au fond. Mais en fait, on dit toujours, et je crois les Russes ont confiance dans cette phrase, que les Russes sont les grands frères de tous les autres peuples. Ils sont aussi les grands frères des Français, je crois. Et les Ukrainiens, beaucoup de gens de Donbass, mais aussi des Ukrainiens les plus âgés, ils acceptaient qu'ils sont petits frères des grands frères russes. C'est-à-dire qu'il faut prendre en sérieux toutes les choses qui viennent de Moscou, c'est plus important. C'est à cause de ça, on fait aussi des intellectuels de Donbass, souvent acheter que des livres édités en Russie, mais pas en Ukraine. Parce qu'ils pensaient que c'est impossible d'écrire quelque chose de qualité en Ukraine. On peut attendre les meilleures choses que de Moscou, de Pétersbourg, tout ça. Et vous êtes la preuve, Andrei Kourkov, qu'on peut écrire des choses de grande qualité en Ukraine. Peut-être un dernier mot, justement, pour parler des autres auteurs ukrainiens qu'on connaît très mal ici en France. En fait, ce n'est pas seulement les écrivains ukrainiens qui sont mal connus en France. C'est l'histoire ukrainienne, c'est la culture ukrainienne. On ne sait rien que le nom du pays, Ukraine. Et il faut comprendre, bien sûr, que l'Ukraine
jusqu'à 1654, était un pays indépendant de la Russie, entre la Russie et la Pologne, avec un système démocratique, parce qu'il y avait des élections des hetman. Hetman était le chef du pays. Les officiers étaient aussi élus. Il y avait un service diplomatique. Et dans les archives d'Istanbul, on peut trouver la correspondance entre les chefs d'Ukraine, les hetmans d'Ukraine et les sultans turcs. Il y avait un système légal. Il y avait toujours corruption. Mais les Ukrainiens étaient toujours indépendants, individualistes, et les Cosaques n'étaient pas les soldats de l'armée russe. Ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient chevaliers libres. Ils pouvaient dire non, je ne veux pas participer dans ce combat, je veux participer dans le prochain. Et ça presque reste aujourd'hui. En fait, la société est consolidée à cause des actions de Poutine, mais en fait, les Ukrainiens sont comme ça. Et l'histoire d'Ukraine est fascinante. Et bien sûr, la culture est très riche, mais les auteurs classiques ukrainiens ne sont pas traduits ni en français ni en anglais, parce que pendant le temps soviétique, c'était que les auteurs classiques russes qui étaient promotés, qui étaient traduits, mais pas les écrivains classiques de Biélorussie, de Moldavie, d'Ukraine. Et la même chose, on peut dire sur les componistes, sur la musique. Comme ça, peut-être c'est mieux à commencer avec la lecture des livres non-fiction sur l'Ukraine. Il y a pas mal de livres magnifiques écrits par exemple par les Américains, Timothy Snyder et Anne Applebaum, ou un historien canadien, Sergei Plokhy. Mais je suis sûr qu'il y a aussi des auteurs français qui ont écrit des livres non-fiction sur l'Ukraine, parce que on peut soutenir l'Ukraine dans cette guerre par les dons, par des démonstrations, mais c'est mieux à comprendre qu'est-ce que c'est l'Ukraine et pourquoi. En fait, si vous lisez ce livre, vous comprenez pourquoi on a la guerre aujourd'hui, pourquoi Poutine déteste Kiev et l'Ukraine, pourquoi Lénine n'est jamais allé à Kiev, parce qu'il savait qu'avec la mentalité ukrainienne, c'est impossible de construire une société communiste. Et en fait, la guerre de la langue russe contre la langue ukrainienne, c'était la guerre des mentalités russes contre la mentalité ukrainienne, parce qu'avec des langues, c'était possible d'imposer la mentalité collective. Et ça marchait pour 30-40 ans. Oui. On va donc, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, on vous invite vraiment à lire ce très beau roman d'Andrei Kourkov, Les abeilles grises, en effet, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et puis aussi simplement parce que c'est un très bon roman avec des personnages très forts, un roman très humain. Merci beaucoup, Andrei Kourkov. Merci à vous, et merci à vous aussi.